Bonjour, bienvenue au cours d'électricité et magnétisme. Je préfère l'appeler Introduction à l'interaction électromagnétique, l'une des 4 interactions fondamentales qui dominent l'univers. Les 3 autres interactions sont l'interaction gravitationnelle, l'interaction nucléaire faible et l'interaction nucléaire forte. Toutes autres forces qu'on peut observer sont fondamentalement dérivées de ces 4 interactions. Alors, quelles sont les théories qui décrivent ces 4 interactions? Comme vous pouvez le voir, c'est que l'interaction forte, la théorie qui décrive l'interaction forte, c'est la chromodynamique quantique. Pour l'électromagnétisme, c'est la théorie électrodynamique quantique. Pour l'interaction faible, c'est la théorie électrofaible. Et pour la gravitation, c'est la relativité générale qui s'occupe de ces interactions. Alors, chaque interaction a un médiateur ou plusieurs médiateurs. Alors, par exemple, l'interaction forte a plusieurs médiateurs qui sont des gluons, 8 gluons. Pour l'électromagnétisme, on a un seul photon. Pour l'électrofaible, on a W plus et W moins, ce sont des particules, SZ0. Et pour la gravitation, on a le graviton qui n'est pas encore découvert. Et chaque messager a une masse. Donc, comme vous pouvez encore le voir, c'est pour l'interaction forte et l'interaction électromagnétique, ces messagers, ils ont une masse égale à 0. Pour l'interaction faible, il y a le W plus et W moins, ils ont 80 gigaélectronvolts par C carré. Donc, ça, c'est l'unité de la masse. Et pour Z0, c'est 91. Le graviton aussi, il n'a pas de masse. Alors, si vous voulez comparer ces interactions entre eux, ok, donc l'interaction forte, on prend comme puissance relative égale à 1, alors que l'électromagnétisme a une puissance de 10-2, et l'électrofaible, c'est encore faible, c'est 10-5, et la gravitation, c'est seulement 10-40. Vraiment, c'est trop faible. Alors, les rayons d'action, puisque l'interaction forte, il se fait à l'intérieur du noyau, donc vous pouvez voir que c'est à peu près de 10-15 mètres, alors que l'électromagnétisme, vous pouvez vraiment détecter cette interaction jusqu'à l'infini, si vous voulez, à des très grande distance. Pour faible, il concerne que les particules comme le proton ou le noyau, le neutron par exemple, alors c'est la dimension de ces particules-là, c'est de l'ordre de 10-18. Pour l'interaction gravitationnelle, la portée, le rayon d'action, c'est infini. Ces interactions contrôlent la façon dont la matière, l'énergie, l'espace et le temps interagissent pour produire notre monde physique. Voyons maintenant la chronologie qui propose une sélection de dates importantes reflétant l'évolution des connaissances sur l'électricité et le magnétisme. L'interaction électromagnétisme a été étudiée par les premiers pionniers de l'Antiquité. Ils ont découvert que si un morceau d'ombre est frotté puis amené près d'un morceau de paille, la paille s'attire vers l'ombre. Nous savons maintenant que l'attraction entre l'ombre et la paille est due à une force électrique. Les scientifiques de l'Antiquité, donc 5000 ans, ont également découvert que si un certain type de pierre magnétite, un aimant naturel, est amené près de morceaux de fer, le fer s'attire à la pierre. Nous savons maintenant que l'attraction entre l'aimant et le fer est due à la force magnétique. De ces origines modestes de l'Antiquité, la science de l'électricité et du magnétisme s'est développée séparément pendant des siècles. Il fallait attendre
jusqu'à 1751 pour que la nature électrique des éclairs soit découverte. Et jusqu'à 1767 pour que Joseph Priestley suggère que les forces électriques sont inversement proportionnelles au carré de la distance. Et puis, il faut attendre encore une fois plusieurs années jusqu'à 1785 pour que la loi de Coulomb naisse. Alors ici, on verra que Coulomb il va introduire le concept des charges. Puis en 1800, on va inventer la pile et en 1820, donc 20 ans après, on va découvrir que l'existence, on va mettre le lien entre l'électricité et le magnétisme. En 1835, on aura la loi de Lenz et en 1840, donc 5 ans après, on aura la loi de Joule. Puis en 1845, donc 5 ans après, on va découvrir le diamagnétisme et le paramagnétisme. En 1865, on aura vraiment cette fois-ci donc les équations de Maxwell. Et puis ces équations de Maxwell, on a inventé le transformateur électrique. En 1887, on a découvert l'effet photoélectrique. C'est quoi l'effet photoélectrique? C'est au fait, lorsqu'une onde électromagnétique frappe un métal, on détecte des électrons. Donc c'est l'arrachement des électrons par les ondes électromagnétiques. Puis en 1895, on aura la force de Lorentz. Puis en 1896, on va découvrir l'effet Zeeman. Puis en 1897, on va mesurer, on va déterminer vraiment pour la première fois la masse de l'électron. Et en 1899, donc 2 ans après, on va mesurer la charge de l'électron qui était donc avant seulement un concept. En 1911, on va découvrir la supraconductivité et en 1948, on va voir le développement de l'électrodynamique quantique. Puis en 1951, on aura une interprétation quantique de la supraconductivité. Et en 1968, on va formuler la théorie électrofaible. Et en 1986, on va découvrir les matériaux, cette fois-ci du supraconducteur, à partir de 30 degrés Kelvin. Comme nous avons vu, la nouvelle physique de l'interaction électromagnétique a été développée par plusieurs scientifiques de nombreux pays. L'un des meilleurs était Michael Faraday, un expérimentateur doué avec un talent pour l'intuition physique et l'observation. Ce talent est attesté par le fait que ses cahiers de laboratoire collectés ne contenaient pas une seule équation. Au milieu du XIXe siècle, Maxwell a mis les idées de Faraday sous forme mathématique. Il a introduit de nombreuses idées nouvelles et a mis la théorie de l'électromagnétisme sur une base théorique solide. C'est pour cela qu'il y a de nombreuses raisons pour étudier ce module. Parmi ces raisons les plus importantes est que cette interaction est la base du monde naturel. Non seulement elle maintient ensemble tous les atomes et molécules du monde, mais il produit également des éclairs, des aurores et des arcs en ciel. Il fait fonctionner aussi nos cœurs. La deuxième raison, c'est grâce à l'électromagnétisme qu'Einstein a découvert la relativité restreinte. Ses travaux ont montré qu'il y a une structure plus profonde de l'espace et du temps, ou dire espace-temps. De plus, cette interaction est considérée comme le premier exemple de la théorie des champs.
La troisième raison, c'est que l'électromagnétisme est un exemple de la façon dont nous faisons la physique aujourd'hui. C'est-à-dire, elle est basée sur la théorie des champs. Maxwell avait un pressentiment, il pensait juste qu'en fait l'électricité et le magnétisme ne devraient pas être deux théories séparées. Il pensait qu'il devrait y avoir une théorie unifiée car il montrait que les champs électriques et magnétiques sont dans un certain sens des aspects différents d'une même entité. Le champ électromagnétique ainsi introduit n'est pas cependant pas un vecteur mathématiquement, mais plutôt un être mathématique appelé tenseur. Cette unification a montré que la lumière n'est rien d'autre que des ondes électromagnétiques et que la vitesse de la lumière est une vitesse constante. Après cette unification, le contrôle de l'interaction électromagnétique a rendu possible la technologie avancée qui constitue une partie majeure de la base de la civilisation actuelle. Cette interaction est à l'origine des ordinateurs, de la télévision, de la radio, des télécommunications, de l'éclairage domestique, etc. Donc, nos objectifs sont d'établir d'abord les lois qui régissent l'électrostatique, puis montrer que les forces magnétiques apparaissent comme un effet relativiste des forces électriques, donc le magnétisme, et établir enfin des équations de Maxwell, les quatre équations